Oh oh oh! Comment allez-vous dans ces périodes de fête? J'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas revu, que j'ai pas fait de vidéo. J'ai décidé de faire un nouveau format parce que je me suis dit que la formation c'est bien, mais en ces périodes où on voit que ça bouge pas mal et que surtout que ça bouge pas mal à la descente, je me suis dit que c'était bien de corréler derrière avec des informations factuelles au-delà du prix. Et donc, pour moi, le but, c'est de vous communiquer là, à ce moment-là, les plus grosses informations factuelles pour le milieu de la crypto-monnaie et plus particulièrement après de la finance décentralisée. Et on finira ensuite par un petit débat, une petite citation du jour, si ça vous fait plaisir. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Côté actualité, prix. Alors, le Bitcoin. Le Bitcoin, actuellement, j'ai relevé ça ce matin, et qui était à 98 000 dollars, ça équivaut à 75 000 dollars. Globalement, on est sur moins 30% par rapport à son plus haut, qui était de 125 000 dollars. Et si on prend la perf annuelle derrière par rapport au début d'année, on est à moins 10%. On avait commencé janvier 2025 vers les 95 000 et on a moins 10% globalement. En ce qui concerne Ethereum, on est sur un prix aux alentours de 2900 dollars, donc l'équivalent de 2500 euros. Et par rapport à son ATH, là par contre, on a sacrément descendu puisqu'on est à moins 36%, c'est-à-dire que son plus haut était à 4600 dollars. Donc c'est quand même une sacrée chute. Mais cela dit, par rapport, si on met cette performance d'un point de vue annuel, si on compare au début d'année, on est seulement à moins 1%. Et ouais, au début d'année, on était à 3300 dollars. Donc comme quoi, ça peut varier énormément, mais au final, d'un point de vue annualisé, après, on est plutôt flat. Et la dernière crypto dont je voudrais parler au niveau du prix, c'est Solana. Solana maintenant est à 125 dollars, ça équivaut à 106 euros. Et là, pareil, grosse chute, hein, forcément, si Bitcoin est à moins 30, les autres vont bouger énormément. Et donc par rapport à son plus haut niveau, on est à moins 52% pour Solana, sachant qu'il était monté jusqu'à 262 dollars. Et d'un point de vue perf annuel, si on le compare du coup au début de l'année, il était à 190 dollars. Aujourd'hui, ça fait une descente de moins 34%, pardon, une baisse de moins 34%. Alors, les raisons sont multiples, hein. Il y en a plein, évidemment, mais si on devait en sortir les plus grosses, globalement, les tensions et la difficulté économique entre les pays et même au sein de certains pays, ceux qui ont des problématiques de dette, font que, ouais, effectivement, les actifs qui sont représentés par une certaine volatilité, et du coup les actifs les plus à risque, comme on considère les crypto-monnaies, sont ceux généralement qu'on sort le plus rapidement possible sur une stratégie d'investissement. Et donc c'est un peu normal que cela se passe, parce qu'on n'était pas très sûr globalement si les économies tournent bien d'un point de vue américain ou autre. Et donc il fallait... on avait peur de ces différents chiffres, et globalement c'est normal que la crypto bouge dans ces aspects-là, parce qu'il y a toujours quelques tensions, et notamment sur les activités économiques. Une autre des raisons qui, pour moi, je pense, c'est peut-être la plus grosse, c'est la possible exclusion des actions des entreprises de trésorerie, des indices du Nasdaq 100 et de MSCI. Alors oui, les actions en fait des entreprises de trésorerie euh, seraient du coup sorties du panier des MSCI, donc des ETF MSCI et autres. Et ça, c'est potentiellement un frein pour Bitcoin. Ça représente une grosse menace, parce que si ils sont déclassifiés, ça veut dire qu'il faudra potentiellement définir une nouvelle législation pour lui, et potentiellement une nouvelle régulation. Et donc là, en l'état, si vraiment ça s'arrête et que MSCI dit stop, et que le Nasdaq 100 dit stop aussi, c'est une sortie potentielle de capitaux d'environ, ça a été estimé à 15 milliards. Quand même beaucoup, et je pense que ça fait en partie beaucoup bouger en ce moment le prix à la baisse. Cela dit, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo à la base. Vous voyez, globalement, pas très bon, hein, Solana, moins 52% par rapport à son ATH, moins 30% Bitcoin, et moins 52, moins 36 pour Ethereum et moins 52. Globalement, on est dans le rouge. Cela dit, quand on va regarder les vraies informations, les informations opérationnelles factuelles, il se passe des choses. Et c'est là que c'est plus intéressant de regarder. Allez, c'est parti pour les vraies news. Alors on commence pour Bitcoin.
Première information le 26 novembre. L'État du Texas devient le premier État américain à intégrer Bitcoin dans ses réserves publiques. 10 millions de dollars a été réalisé via l'ETF de BlackRock. Donc c'est le premier État des États-Unis à mettre en place cette réserve de Bitcoin. Et ça représente clairement une première étape pour eux, mais surtout c'est qu'une étape sur un plan de long terme, hein, parce qu'ils sont vraiment très clairs. Ils sont passés par l'ETF de BlackRock parce qu'ils n'avaient pas le temps de mettre tout en place en interne. Ils se sont dit, bon, on passe par ce qui est possible. Mais à terme, ils pensent à du stockage froid et à des durées de détention très longues. Et même implémenter aussi la possibilité pour les citoyens de faire des contributions volontaires en Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement payer des amendes, payer vos impôts en Bitcoin. Et ça représente la première pierre d'une réserve numérique étatique. Et ça va sûrement driver beaucoup d'autres États américains qui déjà ont pensé à cette idée-là et qui avaient déjà mis en place des propositions. Donc là, c'est vraiment majeur pour on va dire, la répartition des États américains et leur gestion de la diversification de leur trésorerie. Autre bonne nouvelle, toujours dans le même sens, le 17 novembre, Harvard a officiellement communiqué qu'ils avaient triplé leur investissement dans Bitcoin, à savoir toujours par le même ETF de BlackRock. Donc maintenant, c'est le plus gros investissement qu'a Harvard. Et ouais, en 2025, c'est passé comme le plus gros investissement devant Microsoft et devant Amazon même. La valeur maintenant de leur actif, c'est aux alentours des 360 millions. Et on sait déjà que ça a créé des émules puisque d'autres universités vont se joindre à la fête. On sait déjà que, par exemple, l'université d'Emory, située à Atlanta, a aussi, elle aussi, officialisé son investissement dans Bitcoin. Plutôt encore une très bonne nouvelle pour Bitcoin. Et enfin, le 13 novembre 2025, la Banque centrale de la République tchèque révèle une réserve de 1 million de dollars en BTC. Alors ça, c'est génialissime. Concrètement, la Banque centrale a révélé qu'elle avait investi 1 million via la plateforme Coinbase et elle s'est même un petit peu moquée de Christine Lagarde. Je le rappelle, hein, Christine Lagarde en janvier 2025 avait dit que Bitcoin ne serait jamais dans les réserves des banques centrales, des conseils, parce que les gouverneurs sont des gens respectueux. Ben voilà, la réponse du gouverneur, c'est qu'il a dit qu'il trouvait que ça faisait de plus en plus sens d'avoir Bitcoin dans ses réserves et que de par sa nature d'actif décentralisé, il voyait cet actif comme une potentielle source de diversification pour leurs réserves. Voilà, tout simplement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en ayant fait cette communication-là, d'autres pays se sont remis sur la table et on sait que ça va pouvoir les inspirer. Alors, notamment, quasiment tous ces pays-là sont hors de la zone euro, hein, parce que vous le savez, vous êtes bloqué par la réglementation de la BCE si vous êtes dans la zone euro. Mais les pays comme la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Hongrie ont déjà fait part de leur envie d'intégrer aussi le Bitcoin dans leurs réserves. Et alors cette annonce est très intéressante parce qu'elle intervient quelque peu de temps après les annonces du fonds norvégien qui avait triplé ses investissements en Bitcoin cette année, je ne sais plus exactement, et le Luxembourg qui a communiqué en octobre qu'ils avaient aussi via leur fonds souverain investi dans Bitcoin. Parce que ça représentait pour eux un actif de réserve de valeur, tout simplement. Donc vous voyez, pour conclure, là, c'est vraiment un énorme shift, et d'un point de vue institutionnel, tout se passe en ce moment. C'est-à-dire que 2025 représente, je pense, vraiment l'année des institutionnels. Et c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire qu'on va voir un actif rentrer dans des réserves de banque centrale en ayant été adopté à la base par le peuple, c'est-à-dire du bas vers le haut. C'est peut-être une des premières fois dans l'histoire qu'on va voir ça. Et donc maintenant, on voit bien que c'est presque même inévitable, puisque tes entreprises l'utilisent pour leur trésorerie, soit même c'est des fonds souverains, les universités se mettent à investir dedans, les banques centrales, même certaines, se joignent à la fête pour investir aussi. Donc, clairement, même si on voit que ça bouge un peu, je pense que là, 2025 représente vraiment l'année des institutionnels. Et ça me rappelle un peu la phase de préparation des ETF de Bitcoin avant l'officialisation en 2024, où on était aux alentours d'un prix de 30 000,
Et au moment où ils ont commencé à communiquer, qu'ils étaient en train de postuler, de préparer tous les papiers, etc. pour l'officialiser en janvier 2024, bah, le prix était déjà monté au niveau des 44 000. Et après janvier 2024, vous vous souvenez sûrement de la super hausse qui a fait exploser derrière énormément de Bitcoin et qu'on est monté à 70 000 et on n'est jamais redescendu en dessous. Et ouais, c'est sûrement potentiellement ce qui va se passer. Alors, les banques centrales sont un peu plus intelligentes dans le sens où elles prévoient sur le long terme, donc elles ne vont pas faire des énormes achats tout de suite. Elles bénéficient en ce moment, je pense, des soldes, du fait que le prix est très bas. Mais ce n'est que le début. Quand vous voyez que le prix chute, alors que toutes ces entreprises, toutes ces institutions se mettent en place autour de Bitcoin, c'est pas pour faire du trading. C'est sur du long terme qu'ils pensent à ça. Alors maintenant, parlons finance décentralisée. Quelles sont les grosses news de la finance décentralisée? Et encore là, une nouvelle fois, on a des bonnes nouvelles. Visa sollicite Solana pour les règlements entre banques en stablecoin. Et ouais, Visa a lancé il y a peu de temps en fait un service de règlement pour les institutions financières basées aux États-Unis. Et ça marque un tournant majeur parce que maintenant, au lieu de passer par Swift, elles vont utiliser maintenant les réseaux de Solana pour se faire des échanges et pour se régler entre elles. Alors on sait déjà qu'il y a déjà 2 banques qui ont participé à ça, la Cross River Bank et la Lead Bank. Et déjà par rapport aux projections, si on s'arrête là, on serait déjà à une projection annuelle de volume de 3,5 milliards par an. Ce qui est ridicule alors que c'est que le début, mais pourtant c'est énorme aussi à la fois. Alors vous pouvez vous dire, pourquoi Solana ? Pourquoi ils passent pas par d'autres trucs, par d'autres blockchains? Bah déjà, pourquoi la blockchain? Clairement, vous le voyez, je pense, aux États-Unis, tout est en train de partir vers la tokenisation. Ils ont compris un truc, les Américains. La blockchain est la révolution dans le sens où elle ne dort jamais. Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand vous comparez avec le réseau Swift, c'est-à-dire le réseau d'échanges et de messagerie entre toutes les banques institutionnelles, bah, c'est ouvert 5 jours sur 7 et vous savez que ça ferme même à certaines heures. Donc là, et en plus, c'est encore plus long si jamais vous êtes dans des cas de banques à l'étranger où vous avez des taux de change à implémenter. Là, c'est instantané. Qu'importe le montant, c'est instantané en fait sur la blockchain. Et donc, ils avaient déjà fait une implémentation avec Ethereum. Mais le problème, c'est qu'Ethereum, il y a 2 problèmes derrière Ethereum. C'est déjà des frais très importants, des fois quand le réseau est assez congestionné. Et ça, c'est compliqué pour Visa, parce que Visa, ils veulent quand même adresser des paiements des personnes de tous les jours aussi, hein, pas que les institutions. Et ensuite, il y avait un deuxième problème lié à Ethereum, c'est que malgré le fait que Ethereum soit la plus grosse des blockchains, il y a beaucoup trop de sous-réseaux en fait, et quand vous devez faire en fait des mouvements de fonds entre différents sous-réseaux, etc., ça demande une gymnastique de devoir transférer, de ce qu'on appelle bridger, d'un réseau à l'autre, ces différents fonds. Et là, avec Solana, vous avez une seule couche, il n'y a pas de sous-couche. Donc c'est fini la gymnastique d'échange entre les différentes sous-couches, et surtout, c'est une meilleure scalabilité des transactions. On parle de millions. Solana est pour le moment la leader en termes de scalabilité, en termes de transactions par seconde. On a plusieurs millions, et elle fait encore très bien le taf. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir que on arrive aussi dans les structures de paiement où on intègre vraiment les blockchains dans les canaux de paiement. Autre news très intéressante pour la finance décentralisée, la SEC a abandonné ses poursuites contre AAV. Alors, après 4 ans d'enquête, la SEC a officiellement clos son enquête sans poursuivre AAV. Après d'intenses surveillances. Et oui, et AAV, alors pour vous rappeler, AAV, c'est le leader incontesté du prêt et des emprunts décentralisés. Il faut savoir qu'il détient, là il est sous actif, je pense qu'il détient à peu près en actifs plus de 32 milliards, ce qui représente une bonne banque d'un point de vue international. Et donc ils étaient sous le joug du gendarme de la finance américaine. Parce que voilà, c'est une activité de banque, mais qui est totalement décorrélée des activités traditionnelles. Et là, c'est un énorme signal de validation de voir qu'au final, ils abandonnent toutes les poursuites pour la finance décentralisée, parce que là, on va
on dit clairement, ok, le leader a le droit de continuer là-dessus et on va réglementer autour de lui en mode bac à sable. Au contraire de l'Europe, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que derrière, on va avoir plus d'opportunités pour des projets d'investissement dans ce secteur-là. Et ça, c'est génial parce qu'on sait quand même que la finance décentralisée est le concurrent direct des banques commerciales traditionnelles. Et là, on est purement peut-être vers un avènement d'une révolution où peut-être que la finance traditionnelle va disparaître pour partir vers cette fameuse finance décentralisée. En tout cas, c'est un énorme signal pour la finance décentralisée et je pense qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Autre news très intéressante pour la finance décentralisée, mais cette fois-ci, les paiements. Le réseau Lightning Network continue son adoption lentement mais sûrement. Effectivement, la capacité du réseau vient de battre son record, dépassant les 5600 bitcoins. Alors, vous dites, c'est quoi le Lightning Network? Je vais vous expliquer rapidement. Pour rappel, c'est la seconde couche de Bitcoin qui permet en fait de faire des paiements instantanés à des frais très bas comparé au réseau primaire de Bitcoin. Et c'est par exemple via ce réseau que vous pouvez payer les commerçants en Bitcoin. Vous pouvez tester en France par exemple si vous le souhaitez. Vous allez à Steak and Check, vous verrez que vous pouvez payer en Bitcoin. Et ça utilise ce fameux réseau Lightning Network. Alors c'est super pour les chiffres, et d'autant plus que ces chiffres qui ont été avancés sont encore plus importants dans la réalité parce que en fait la majorité de l'adoption du réseau Lightning Network se fait par des canaux privés en fait, et donc la majorité des utilisateurs particuliers qui ont implémenté ces solutions-là en fait ne sont pas répertoriés dans les outils de mesure traditionnels. Et donc ça, c'est super pour le développement de Bitcoin en tant que monnaie de paiement et pas que juste une réserve de valeur comme l'or. Et ça fait encore un peu plus un pied de nez aux détracteurs de Bitcoin qui pensaient que, d'après la fameuse loi de Gresham, donc je vous explique rapidement, c'est la fameuse la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire que quand vous avez une bonne monnaie, vous préférez soi-disant vendre ou utiliser la mauvaise et garder pour vous la bonne pour être sûr que si jamais il y a un problème, au moins vous êtes sécurisé, comme quoi en gros jamais on utiliserait Bitcoin. Or cette loi de Gresham qui s'applique, elle est uniquement mise en place dans des contextes où l'État l'oblige. C'est-à-dire que la monnaie faible est imposée par son cours par son statut de cours légal. Donc, c'est-à-dire que si et encore même, tu vois, genre lorsque la confiance de cette monnaie s'effondre, sous l'effet de multiples raisons, ça peut être l'inflation, la défiance envers le système bancaire ou même la peur du risque de défaut d'un État, les acteurs économiques préfèrent se tourner naturellement vers des alternatives monétaires plus fortes, comme le Bitcoin qui tourne au moins. Alors ça peut être contre-intuitif parce que vous dites que ça fait droite-gauche, mais en fait, il y a sur le long terme et pour certains pays, en fait, même si ça fait quand même un peu, ça bouge un peu, clairement c'est beaucoup mieux que les monnaies locales. Je vais vous prendre l'exemple de l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays en hyperinflation, je crois qu'il a été au moins 10 fois. Très rapidement, ils sont tournés vers le dollar et les stablecoins, et même Bitcoin, alors en plus petite proportion, pour se débarrasser du peso, parce que ils préféraient que rapidement, même si c'était payé en peso, échanger avec ces alternatives-là pour être sûr que au moins ils perdent pas de leur valeur instantanément. Le Nigeria, ça a été la même chose. Le Nigeria, Bitcoin et stablecoin se sont imposés pour beaucoup de personnes parce qu'ils avaient une énorme défiance envers le naira numérique qui pouvait être un outil de contrôle un outil de contrôle monétaire de l'État. Et en plus, ils avaient de l'hyperinflation. Donc là, c'est rassurant pour voir aussi qu'aux États-Unis, il y a des amendements, des propositions qui veulent en fait donner plus de possibilités à Bitcoin pour les paiements instantanés. Donc on est vraiment sur à la fois la transformation en tant que actif de réserve et actif de paiement. Chose que malheureusement
l'or n'a pas pu faire dans son histoire, et c'est pour ça qu'on l'a abandonné. Parce qu'elle n'est pas aussi divisible que Bitcoin. Il faut pouvoir l'échanger, et oui, c'est ça le problème. Cette fois-ci, on passe en France, et notamment en Europe, mais là, je préfère me concentrer sur la France d'abord. Grosse news aussi, encore super news, et là, je pense que c'est peut-être même un tournant pour la France. La Banque Populaire Caisse d'Épargne ouvre l'achat de crypto-monnaies et la vente de crypto-monnaies à ses clients. Eh oui, ils ont eu la certification, et du coup maintenant ils peuvent proposer à plus de leurs 36 millions de clients et plus de 117 000 employés l'achat et la revente de 4 crypto-monnaies, alors ça va savoir le Bitcoin, Ethereum, Solana et les stablecoins USDC. Alors bien sûr, il y aura quelques frais, il y a des frais de gestion et des frais de transaction, mais c'est un super signal positif pour le secteur, et c'est peut-être un petit pied de nez à l'euro numérique de notre chère banque centrale. Parce qu'il faut le savoir, l'euro numérique est un peu là pour contourner les banques commerciales et un peu renverser le pouvoir. Donc là, je pense que si une grosse banque aussi importante que Banque Populaire Caisse d'Épargne fait le pas cette fois-ci, ça va encourager d'autres banques à franchir le pas aussi, et donc on va peut-être avoir plus d'efforts des banques pour évangéliser un peu ces différentes crypto-monnaies, pour essayer de faire comprendre un peu à la population que c'est pas le diable absolument, et que ça a même des valeurs très importantes et intrinsèques. Autre news. RTE déclare que la France a besoin de plus consommer d'électricité. Eh oui, RTE. Alors, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Il faut savoir que EDF, anciennement EDF, maintenant Enedis, produit l'énergie et RTE la distribue. Et donc, RTE a fait une communication en alertant d'un paradoxe énergétique qu'on a en France, à savoir que la France produit plus d'électricité en 2025 qu'elle n'en consomme. Effectivement, après la pénurie de 2022, la France a remis en service des réacteurs nucléaires et a renforcé sa production d'énergie renouvelable. Mais la demande ne suit pas. Et ça, c'est un gros problème, parce que en fait, pendant les pics de demande en début et en fin de journée, vous avez besoin de dimensionner à fond, et pour pouvoir en fait que tout le monde puisse avoir de l'électricité. Et après, ça baisse durant le milieu de la journée, et ça baisse très fortement la nuit. Et donc, pour y répondre, les producteurs et les transporteurs, ils ont besoin d'être en capacité de pouvoir acheminer suffisamment d'énergie pendant les pics, c'est-à-dire dimensionner au maximum. Sauf que quand il y a des creux, après, ils ont un surplus d'énergie qu'ils ne savent pas quoi en faire, en fait. Et donc, ils ont globalement quelques solutions, mettre dans des batteries, c'est des énormes batteries, mais c'est limité encore une fois. Si le vent tourne toute la journée, c'est dommage, parce que vous avez rempli votre batterie, mais maintenant vous ne pouvez plus rien en faire. Et ça, c'est un problème pour eux, parce que ça crée un énorme déséquilibre, et du coup, ça, ils le répertorient derrière dans un lissage du prix, et ça engendre une hausse potentielle, ça a été estimé, à minimum 7 à 10% pour l'utilisateur final. Donc nous, on se retrouve à devoir au final, c'est ça que c'est un fort paradoxe, c'est que on se retrouve au final à moins consommer, mais on va payer plus l'électricité. Et donc, comme solution, Bitcoin intervient là en tant que solution intermittente. Alors je vais vous expliquer, c'est simple. Alors bien sûr, RTE n'a pas fait que parler de Bitcoin. Ils ont fait un grand appel en disant qu'il fallait accélérer l'électrification de la société, notamment le transport, vous savez, les véhicules électriques partout, l'industrie et le chauffage. Mais ils ont dit aussi qu'il faut penser à des solutions de demande intermittente. Globalement, et c'est là qu'intervient le minage de Bitcoin, il apparaît comme la solution parfaite. Alors c'est une des solutions possibles, mais c'est quand même une des plus intéressantes, parce que Bitcoin, en fait, peut se connecter au réseau pendant les périodes de surplus de production et est totalement pilotable. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a de la demande, qu'il y a plus de demande, il s'efface directement. Il se débranche, tout simplement. Et alors, c'est pas nouveau, ça, en plus. Hein. Cette pratique, elle est déjà en place aux États-Unis, qui, pour le coup, est un État qui produit énormément d'électricité, qui a des gros problèmes de tempête pendant les hivers, et du coup, vous imaginez du coup le dimensionnement entre l'été où il fait très chaud
Et les tempêtes où là, alors là ça tire encore plus pour pouvoir se chauffer et autres, ils ont dû passer à cette solution-là parce que sinon ils devaient réinvestir dans la création de centrales, je crois que c'est des centrales à gaz, exactement, des centrales à gaz, qui au final ne sont jamais ouvertes, sauf quand il y a une fois par an ces demandes de charge, et c'est un énorme problème pour eux parce que ça représente de la maintenance tous les ans, mais ils savent pas s'ils ont besoin à chaque fois de les rouvrir ou pas, et de les faire tourner. Et en plus, je vous dis pas le coût de démarrage, hein, parce que ça se démarre pas comme une voiture. Et donc ils ont trouvé ce moyen-là de mettre en fait du minage de Bitcoin en alternative pendant les périodes de surplus de production. Et ça marche très bien. Au Japon aussi, ils ont mis ça en place. Et même, c'est le cas pour les énergies renouvelables. Le Bhoutan, qui s'est équipé en station hydroélectrique, donc typiquement des barrages, au même cas que je crois que c'est au Kenya et au Congo, et ben, ils utilisent des barrages. Et quand il y a du surplus, au lieu de débrancher, et au lieu de mettre la lumière pour rien ou de faire tourner... en fait, ils branchent les mineurs, et à ce moment-là, les mineurs produisent du Bitcoin qui permet de lisser derrière les prix. Donc peut-être qu'en France, on verra des solutions de minage pour pouvoir stabiliser le grid et faire lisser le prix, et espérer que ça fasse baisser les coûts d'électricité. Donc voilà, c'était tout pour les petites news du mois de novembre et décembre. Passons maintenant au petit débat. J'aime beaucoup les débats. Et là, je vais vous demander du coup, vous, d'intervenir aussi. Est-ce que vous êtes pour ou contre la déclaration des portefeuilles de crypto-monnaies contenant plus de 5 000 euros ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui. Alors, le 9 décembre, l'Assemblée nationale a adopté en commission un amendement fiscal visant l'obligation de déclaration des portefeuilles autogérés à l'administration fiscale. Alors, l'amendement, il a été porté par des députés communistes, mais il a été aussi aidé par des centristes. Et ouais, ils ont réussi à faire passer ça en coalition, on peut dire, hein, presque. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra notifier chaque année à l'administration fiscale la valeur vénale des portefeuilles au-delà de 5 000 euros. C'est ça qui est un gros problème, et c'est pour ça que ça a généré une énorme opposition dans le secteur, et que là beaucoup de personnes se placent pour bloquer cet amendement, parce que ça dénonce l'instauration d'une surveillance patrimoniale généralisée, et en plus qui ne s'exerce pas sur les autres types d'actifs, qui sont sans intermédiaire. C'est-à-dire lesquels ? L'or physique, les œuvres d'art ou les bijoux. Vous n'avez pas besoin de déclarer la valeur vénale de ces investissements-là. Vous le faites que en cas de cession. Et donc cette asymétrie entre les actifs traditionnels et quelque chose que je pense en France on ne comprend pas encore très bien, alimente en fait un sentiment d'injustice en France, et notamment chez les plus jeunes. Et ça pose énormément de problèmes. Alors d'autant plus que, je l'ai dit, dans le droit fiscal, et notamment sur les crypto-monnaies, l'imposition des plus-values intervient uniquement lors de la conversion en monnaie fiat. C'est-à-dire uniquement quand vous faites des cessions. Donc pourquoi vous iriez communiquer votre patrimoine, du coup, comme ça, alors que vous n'avez rien vendu ? Et alors, encore pire, et autre point sur lequel ça fait débat, c'est que on est en plein dedans en plus en ce moment, là, vraiment ces jours-ci, les questions de liberté individuelle et de protection de la vie privée. Eh oui, centraliser les informations relatives à l'identité des détenteurs et la valeur de leur portefeuille, enfin de leur patrimoine numérique, ça pose un problème de sécurité évident. Je vous rappelle qu'en France, on n'est pas à nos premières bases de données piratées impliquant des organismes publics. France Travail, 43 millions de personnes qui ont été touchées par un vol de données. L'assurance retraite, 370 000 bénéficiaires. Pareil, un hack. On a la CAF, c'est pareil, des milliers de comptes qui ont été divulgués. Et la PHP, alors je ne sais pas ce que c'est, pareil, vol d'environ 1,4 million de données sur des personnes relatifs au test Covid. Et alors là, récemment, pour rigoler, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, récemment, en ce moment, on ne sait pas s'il y a eu du vol de données, mais on sait que du coup, le ministère de l'Intérieur, et potentiellement la CAF, on ne sait pas encore, mais c'est sûr pour le ministère de l'Intérieur, a été pénétré par des hackers.
Ils ont pu accéder du coup au fichier des TAJ, donc c'est le fichier des traitements des antécédents judiciaires, et au FPR, le fichier des personnes recherchées. C'est-à-dire que là, on est là sur deux questions, du coup. C'est déjà, est-ce que c'est normal de communiquer son patrimoine? Et en plus, est-ce qu'on est sûr que l'État est en capacité de nous protéger, ou du moins de protéger nos informations sensibles et personnelles? Voilà. Et donc, je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez légitime cette mesure fiscale? Alors, répondez-moi en commentaire, et du coup, je vous verrai comment vous appréciez ou pas cette nouvelle, ce nouveau dispositif. On finit par la petite citation du jour. J'avais envie, des petites citations du jour, ça donne un petit coup, surtout pendant cette période un peu difficile pour le marché des crypto-monnaies. Vous allez peut-être trouver direct de qui elle s'agit. Alors, la citation. Si quelqu'un est assis aujourd'hui à l'ombre, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. C'est de Warren Buffett. Ah oui, ça veut dire que les résultats d'aujourd'hui sont le fruit d'efforts et d'investissements réalisés dans le passé. Et donc ça, c'est toujours important de comprendre. L'allié principal d'un investisseur ou même de quelqu'un qui travaille, c'est la patience, le temps. Et donc ça s'opère dans tous les types d'activités, aussi bien une activité opérationnelle que même dans l'investissement. Vous n'avez pas d'instantanéité et donc vous amusez à vouloir trader, c'est pas la meilleure des options. Il faut que vous vous concentriez au final sur le long terme et c'est ça qui compte le plus. Et voilà, je vous laisse. Pour moi, c'est tout. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce format. Et partagez votre avis dans les commentaires d'ailleurs pour me dire, voilà, vous n'avez pas aimé certains points, ou vous préférez accentuer sur certains. Voilà, je trouvais ça un peu sympa de parler en fait des news parce que ça se décorrèle un peu. Et puis, on va dire globalement qu'on n'est pas toujours au courant de toutes les news sur le marché. Allez, bonne fête à tous et portez-vous bien et profitez en famille.